Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau le docteur Cheikh Tidiane Dièye. Il est le coordonnateur de la plateforme Aar Li Ñu Bokk. Bonjour et bienvenue à vous, docteur. Bonjour Ndeye Fatou. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, docteur Cheikh Tidiane Dièye, très rapidement, vous êtes docteur en études du développement, directeur du Centre africain pour le commerce et l'intégration et le développement. Vous êtes expert consultant international, directeur de cours et enseignant dans des universités africaines et internationales. Présentement, vous êtes le coordonnateur national de la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg et membre fondateur de la plateforme Aar Li Ñu Bokk. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui, ça devrait être suffisant. Je crois qu'on peut s'en tenir à ça. Ça décrit assez correctement ce que je suis au plan professionnel comme au niveau de mes engagements politiques. Et c'est ce que les Sénégalais savent de moi et je crois que ça suffit largement. Oui, en tant que coordonnateur de la plateforme Aar Li Ñu Bokk, vous êtes sous le feu des projecteurs. Mais tout d'abord, que signifie Aar Li Ñu Bokk? C'est un mot wolof, mais en français, comment pouvez-vous nous le définir? Oui, Aar Li Ñu Bokk, c'est en français, ce serait difficile à décrire puisque nous avons préféré choisir un mot qui sonne, qui nous parle, que l'on comprend facilement puisque tiré de ce que nous sommes, de notre substrat culturel, de l'une de nos langues locales. On aurait pu choisir aussi une autre langue locale sénégalaise. Je dois seulement préciser que Aar Li Ñu Bokk a une certaine particularité. C'est d'abord du point de vue de sa création, son caractère inclusif, sa diversité, son ouverture et le fait que nous avons eu à cœur de créer une plateforme, une structure où tous les Sénégalais se sentiraient concernés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous me présentez comme coordonnateur, je suis l'un des coordonnateurs. Oui. On a opté pour avoir une structure ouverte où nous avons des co-coordonnateurs, deux en l'occurrence, et d'ailleurs même dans notre démarche, oui, ce serait des coordinations tournantes plus tard, etc. pour que chaque Sénégalais se sente concerné, pour qu'on comprenne que ce n'est pas une initiative de plus portée par des acteurs en vue ou qui auraient des intérêts ou autres. On veut que ça soit l'affaire du peuple, le bien commun, parce que Aar Li Ñu Bokk, c'est préserver ou sauvegarder, veiller sur le bien commun. Oui. Et le bien commun a une signification particulière pour nous parce que nous croyons en la République. Nous sommes des républicains. La République, c'est la chose publique. C'est ce que nous avons en partage. Ici au Sénégal, nous avons en partage notre appartenance commune à ce territoire, à une histoire commune, à différentes communautés, mais qui avons, comme ce que Senghor disait, un commun vouloir de vie commune. Nous avons en partage nos croyances et nos religions. N'importe quelle religion, nous sommes tous dans cela. Oui. Nous avons en croyance nos cultures qui sont diverses mais qui se réunissent toutes en quelque chose. Nous avons en croyance l'État, en partage l'État que nous avons qui est notre instrument, notre bien commun. Nous avons aussi en partage nos ressources naturelles ou d'autres ressources. Mais là, ce qui nous concerne dans ce cas présent, ce sont les ressources naturelles. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les ressources naturelles ont été constitutionnalisées. L'appartenance de ces ressources aux Sénégalais, cette appropriation quasi privative pour dire que les ressources appartiennent exclusivement au peuple, et ça a une signification extrêmement forte, et c'est tout cela qui explique, disons, notre volonté, mais plus qu'une volonté d'ailleurs, de mettre en place ceci pour veiller, protéger, sauvegarder le bien commun, en particulier nos ressources naturelles. Oui, mais quel est le but visé avec l'utilisation de ce terme wolof? Oui, c'est pour pouvoir parler aux Sénégalais. On aurait pu dire coalition ceci ou plateforme comme cela se préserver fait. Le bien public, etc. Mais beaucoup de nos compatriotes diraient mais de quoi ils parlent? Mais lorsqu'on leur dit Aar Li Ñu Bokk, parce que dans le terme bokk, vous voyez tout de suite mbokk. C'est-à-dire nous avons ce mbokk au Sénégal. Et ay mbokk dañuy bokk. La communauté de destin, la communauté d'appartenance, la communauté de... Mais c'est ça qui fait notre sénégalité. Et dire Aar Li Ñu Bokk, c'est-à-dire il faut qu'on revienne à ces fondamentaux qui ont été, je pense, l'un des ciments les plus forts de la construction de notre nation, qui est encore à parfaire. Notre nation est en construction, elle n'est pas encore finie, mais aller construire une conscience citoyenne forte autour du bien commun et pas autour des communautés seulement. Parce que malheureusement, ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est que
les efforts qui ont été consentis depuis l'indépendance pour construire la nation sont en train d'être progressivement dilués, sont en train de perdre de leur essence parce que il y a le communautarisme qui commence à prendre le dessus. Il y a le communautarisme où l'intérêt partisan, l'intérêt ethnique, clanique, confrérique même, qui commence à émerger. Oui. Ceci nous donne l'occasion de revenir à ces fondamentaux, de dire peu importe d'où nous venons, peu importe les communautés auxquelles nous appartenons, nos communautés d'appartenance, qu'elles soient l'ethnie, la confrérie ou autre, nous avons quelque chose en partage. Cela, c'est la République. Nous avons en partage un État qui nous appartient. Oui. Nous avons des ressources aussi sur lesquelles nous devons veiller parce que ce sont ces ressources que nous pouvons utiliser pour mieux vivre aujourd'hui, mais les préserver pour les léguer aussi aux générations futures. Et pour pouvoir les léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, nous devons non seulement les sauvegarder, mais nous devons les fructifier pour leur laisser une société qui fonctionne, un pays qui fonctionne, oui. Une économie florissante et qui puisse s'appuyer sur ces ressources-là. À propos, la plateforme va-t-elle mobiliser ou faire adhérer une bonne frange du peuple mieux que le M23? Oui, nous l'espérons. C'est ce à quoi nous travaillons et nous le faisons avec toute la détermination requise. Oui. J'ai été l'un des acteurs du M23, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, avec qui nous avons créé maintenant Aar Li Ñu Bokk. Et le contexte, c'est vrai, n'est pas le même. Les revendications ne sont pas les mêmes. Sur le M23, nous l'avons créé suite aux manifestations du 23 juin. Oui. Il y avait une demande précise qui avait un caractère institutionnel. Parce qu'il y avait un chef d'État qui avait introduit une réforme constitutionnelle injuste, inéquitable. Nous avons une sorte de forfaiture. Nous avions décidé librement, en tant que citoyens, d'aller le combattre. Ce que nous avons fait, c'est après qu'il y a eu des demandes politiques sur le 3e mandat du président de la République, M. Abdoulaye Wade, à l'époque. Oui. Donc ce contexte-là n'est plus le même. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de plus transversal, de différent, et qui touche chacun. Quelqu'un peut dire, je ne m'y connais pas en droit ou en question institutionnelle. Je ne sais pas quelle réforme le président Abdoulaye Wade voulait faire en 2011. Mais aujourd'hui, nul ne peut dire qu'il ne comprend pas qu'une ressource comme le pétrole et le gaz est une ressource stratégique, une ressource fondamentale qui peut transformer durablement et définitivement notre pays. Et nul ne peut ignorer, si on lui explique bien, que cette ressource-là n'appartient pas au gouvernement, n'appartient pas au président, n'appartient pas aux frères du président, mais c'est une ressource qui appartient à l'ensemble des Sénégalais. Et que lui, Sénégalais ou Sénégalaise, il a sa part dans ces ressources. Et d'ailleurs, les Sénégalais l'ont tellement bien compris, et j'ai beaucoup apprécié, et ça montre un peu l'ingéniosité de notre peuple, surtout de la jeunesse, lorsqu'ils ont sorti ce slogan pour dire « Rendez-moi mes 400 000 oui. ». Parce qu'ils ont entendu quelque part qu'il y aurait 6 000 milliards qui pourraient aller dans les poches de gens qui n'auraient pas droit, qui pour aucune raison ne devraient les avoir. J'ai adoré cette appropriation, cet esprit, oui. Cette conscience pour dire enfin on sait que cette chose nous appartient. Et que ça soit 6 000 milliards ou 4 000 ou 10 000, peu importe, oui. Ce sont nos ressources. En tout cas, ils ont fait le calcul pour trouver 400 000 francs par Sénégalais. Mais on en voit partout maintenant, il faut que les gens s'arrangent pour rendre à chacun ses 400 000. C'est pour dire, oui. On sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour vous dire simplement que les Sénégalais ont compris l'enjeu de cette lutte, de ce combat, oui. Qui est différent, le contexte est différent, mais ils ont compris l'enjeu. Et je crois que c'est ça qui justifie le fait que tous les jours, c'est par dizaines que des organisations politiques, des associations citoyennes, des mouvements de la société civile, des personnalités indépendantes, des autorités coutumières, religieuses, qu'elles soient catholiques ou musulmanes, oui. C'est par dizaines tous les jours que nous en recevons, qui viennent voir la coordination de Aar Li Ñu Bokk pour dire nous venons vous rejoindre dans cette initiative qui est une initiative citoyenne. Nous le savons, ce n'est pas une initiative politique ou de politiciens. Oui. Les politiques ici sont des citoyens comme tous les autres. Et que quand les acteurs viennent tous, ils se voient en Sénégalais en se disant, en se donnant la main tous, nous réglons un problème aujourd'hui parce que nous sommes en train d'être volés, nous sommes en train d'être spoliés, mais nous réglons un problème pour demain. Oui. Ça veut dire que nous voulons sortir de ceci plus fort en changeant les mécanismes de la gouvernance de nos ressources naturelles, les mécanismes institutionnels de la gestion de nos contrats, de la façon dont les institutions internationales, les multinationales si vous voulez, oui. Arrivent dans notre pays, font des contrats et repartent. Tout cela, nous voulons profiter de ce moment historique pour le régler définitivement afin que nos enfants n'aient plus
à s'occuper de ce genre de choses parce qu'on les aura réglées pour eux. Donc l'enjeu est de taille. L'enjeu est énorme, Ndeye Fatou. C'est un enjeu sociétal. Et ça, je n'ai de cesse de le répéter. Ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, c'est rien d'autre que pour mettre en place les conditions d'avoir le Sénégal que nous voulons léguer à nos enfants. Chacun rêve d'un meilleur vivre, d'un mieux être pour ses enfants, sa progéniture. Et c'est cela aujourd'hui qui est en train de se passer. Nous avons le choix entre deux options. Vous le savez, lorsqu'on parle de ressources naturelles en Afrique, beaucoup pensent tout de suite à la malédiction des ressources naturelles, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Lorsqu'on parle de ces ressources, que ce soit le pétrole, le gaz, l'or ou autre, la richesse en ressources naturelles, pour beaucoup de pays africains, c'est une malédiction. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous sommes en train de nous dire simplement, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons la liberté, le libre arbitre, la faculté et l'intelligence. Et c'est ça, je pense, qui est la grande force de notre peuple, le peuple sénégalais, de choisir entre deux options. Ne rien faire, être complaisant, fermer les yeux sur ce qui est en train de se faire, cette prédation, cette corruption qui est en train de s'installer, c'est nous conduire vers la malédiction des ressources naturelles. C'est faire en sorte que demain, le Sénégal soit cité parmi les pays qui produisent le plus de pétrole et de gaz, mais que le peuple sénégalais reste dans la pauvreté. Mais l'autre voie que nous pouvons choisir, et que nous avons choisi d'emprunter, c'est la voie de la bénédiction. Le pétrole et le gaz, c'est une bénédiction. Une richesse ne peut pas être une malédiction. Nous voulons créer les conditions pour que tout ce qui sortira de nos terres, de notre mer, etc., en ressources naturelles, que ça aille dans la transformation des conditions de vie de nos populations. Et on en a vu des exemples dans le monde. Il y a beaucoup de pays africains, je ne cite pas, mais beaucoup qui ont des ressources, mais qui restent parmi les pays les plus pauvres au monde. Nous avons des exemples à côté. Si vous connaissez l'exemple de Dubaï, c'est un exemple assez illustratif qui devrait nous inspirer. C'est un pays qui, dans les années 70, n'avait rien à part le désert et la mer. C'est un pays qui vivait de pêche. Toute l'économie était bâtie sur la pêche et les perles, la vente de perles. Lorsqu'ils ont découvert le pétrole à Abu Dhabi et qu'ils ont constitué les Émirats arabes unis, aujourd'hui c'est un pays référence dans le monde. Parce qu'ils ont réussi à tirer le pétrole et à l'utiliser, non seulement pour transformer et développer leur pays, mais créer même les conditions de se passer du pétrole. C'est un pays qui arrêterait de vendre du pétrole aujourd'hui, ne s'appauvrirait même plus parce qu'ils n'ont même plus besoin de cette ressource, tellement ils ont utilisé le pétrole pour bâtir l'industrie, bâtir la pétrochimie, le tourisme, l'économie verte, l'économie bleue, tout type de richesse. Il y a d'ailleurs un exemple qui m'a beaucoup frappé sur le cas de Dubaï. En 2008-2009, lorsqu'il y a eu la crise financière internationale, il y a une grande multinationale américaine qui s'appelle AMD. C'est le champ numéro 2 mondial des microprocesseurs. Quand cette entreprise était en faillite, au moment où tous les autres pays avaient des difficultés financières, c'est le fonds souverain de Dubaï qui a été racheté, cette entreprise, qui l'a sauvé de la faillite et qui est devenu donc du coup actionnaire de cette société. Mais c'est vous dire comment ce pays-là a fait. Si vous prenez un pays européen comme la Norvège, qui a aussi beaucoup de pétrole, le fonds souverain norvégien a atteint l'année dernière 1000 milliards de dollars. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a bien gouverné, on a bien géré ces ressources naturelles. Mais ça, c'est notre choix. Tout le combat que nous essayons de faire, Ndeye Fatou, c'est justement faire en sorte que ça soit une véritable bénédiction. Et que dans 5 ans ou 10 ans, lorsqu'on parlera des pays qui ont fait des miracles dans le monde, qu'on cite le Sénégal, puisque le Sénégal aura atteint ce niveau de développement. Entre-temps, on a du chemin à faire. Pour interroger le rétroviseur, 8 ans après, le 23 juin, a-t-il l'effet escompté? Le 23 juin, dans le contexte où on l'a fait, c'est ce qu'il fallait faire. Le peuple sénégalais s'était mobilisé comme jamais auparavant. Parce que je n'ai pas eu de souvenir, peut-être lié à ma génération, d'un moment aussi inclusif, dense, et en termes de tension, de mobilisation citoyenne et de générosité. Générosité, parce que c'est cette générosité, c'est cette valeur qui change les pays. Quand on a vu ces hommes et ces femmes, y compris d'un certain âge, qui sont sortis spontanément pour dire « je suis concerné parce que ma République est agressée » et qui se sont battus, ça c'est quelque chose qui a été phénoménal. Et je crois que c'est parce que ce jour-là, les Sénégalais sont sortis et qu'ils ont continué avec l'intelligence de la société civile, des oppositions, de tous les autres, à être ensemble pour créer le mouvement du 23 juin, M23, qu'on a créé les conditions du changement de 2012. Le changement a été acté en 2012.
Pourquoi? Parce que le président Macky Sall, qui est parti au deuxième tour avec Abdoulaye Wade, avait pris des engagements devant le M23. Et moi, je suis très bien placé et ils le savent eux-mêmes. Le groupe, le premier, qui a été chez lui le voir entre les deux tours à Mermoz, pour lui dire, monsieur le président, parce qu'on espère qu'il serait élu, oui. On lui dit, nous allons tout faire pour que tous les autres candidats viennent vous soutenir sans aucune condition. Nous voulons que vous passiez, parce que vous êtes notre challenger, notre champion maintenant, pour battre Abdoulaye Wade, parce qu'il n'avait pas droit, de notre point de vue, à un troisième mandat. Mais nous ne voulons pas le faire sans condition. Nous voulons que vous acceptiez, en plus de votre programme qui est Yoonu Yokkute, vous acceptiez ces conditions en matière de bonne gouvernance, de traque des biens mal acquis, pour rapatrier dans notre pays tous les avoirs qui ont été détournés, spoliés, pour changer les institutions, séparation de la justice, pour que la justice soit indépendante, l'Assemblée aille faire son travail et que l'exécutif, les pouvoirs du président soient recentrés. Tout cela, il a accepté. Et je me souviens... Sans condition? Sans aucune condition. Et il a été même, lui, signé les assises nationales, la charte de bonne gouvernance démocratique. Sous réserve? Sans condition, il n'y avait aucune réserve. Ah oui? J'en sais quelque chose, il n'y en avait pas de réserve. Le président Mamadou Lamine Doum, l'ancien Premier ministre, l'a aussi dit, il était présent. Et je ne crois pas que les assises nationales, quelqu'un comme Amadou Mokhtar Mbow, Cheikh Hamidou Kane, Mamadou Lamine Loum, et nous tous, moi j'ai été vice-président de la commission sur l'éthique et les valeurs dans les assises. Vous croyez que nous sommes assez, comment dire, faibles pour faire un travail aussi fort, aussi ambitieux, et laisser quelqu'un venir dire je signe avec réserve, je prends, je fais à la carte, je prends ce qui m'intéresse et je laisse autre. Jamais ça n'a été le cas. Il est venu signer les assises, la charte, en disant j'accepte. Donc il y a eu un déni. Il y a eu un déni. Une fois installé au pouvoir, c'est pas seulement lui. On en a vu d'autres, beaucoup avec lui, qui étaient dans les assises des acteurs de premier plan, qui aujourd'hui ne parlent plus des assises nationales, qui sont même gênés d'entendre parler des assises nationales parce qu'ils ont tourné le dos aux assises nationales. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, Ndeye Fatou? On les entend appeler à un dialogue national pour discuter de comment on va transformer les choses, de changement d'institutions et autres. Mais pourquoi faire? Après avoir supprimé le poste de Premier ministre. Ça ne sert même pas. En fait, tout ce qu'ils sont en train de débattre, ou qu'ils voudraient bien débattre dans le dialogue, ce dialogue-là auquel moi je ne crois pas, se trouve déjà réglé dans les assises nationales et dans la charte de gouvernance. Aussi dans la commission de réforme des institutions. Et la commission de réforme des institutions, sa portée historique et son intérêt, c'était quoi? Ce ne sont pas des experts qui se sont enfermés à Dakar dans des hôtels pour réfléchir et le produire, non. Quand le président a appelé Cheikh Amadou Mokhtar Mbow pour lui confier cette mission, il a mis en place une équipe d'experts, de gens qui ont beaucoup d'expérience et d'expertise. Ils ont mis en place une méthodologie pour aller collecter le rendu, ce que les Sénégalais veulent, ce qu'ils pensent, leurs projets, leurs rêves et leurs aspirations. C'est une méthodologie de recherche en sciences sociales qu'on a appliquée dans les 45 départements, partout, avec des échantillonnages. Avec les consultations populaires. Et des consultations populaires. Et cela a ramené en haut, après, une masse d'informations qui, une fois analysée, a donné une photographie de ce que le Sénégalais ou le Sénégal veut et doit être et qui est venu de tout le monde. Mais cela est dans le rapport qui lui a été rendu par Amadou Mokhtar Mbow. On ne pourra pas, et je leur ai déjà dit ça, ils ne pourront pas dans le dialogue trouver des conclusions plus consensuelles que ce qui est déjà dans le rapport de la CNRI. Ils ne pourront pas. Moi, je le sais, je sais qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas trouver, lorsqu'ils parleront d'éducation dans le dialogue national, ils ne pourront pas trouver de recommandations et de conclusions plus inclusives et plus pertinentes que ce qui est déjà sorti des assises de l'éducation, qui se trouve dans ces tiroirs et il n'en a rien fait. Ils ne pourront pas non plus trouver en matière de réforme foncière des propositions et conclusions plus sérieuses, plus complètes que ce que la commission de réforme foncière a fait. Mais on va dialoguer pourquoi? C'est pour perdre du temps, c'est encore perdre de l'argent et ça ne mènera nulle part. Si nous voulons aller vite, concentrons-nous sur l'essentiel, allons chercher ce qui a été déjà pensé et bien pensé, appliquons-le et revenons aux fondamentaux. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, le fondamental, c'est cette question de corruption, cette question de gouvernance, cette question qui consiste à se demander, à trouver la réponse, comment faire pour que si ce qui a été déjà fait soit réparé
et ce qui ne l'a pas été ne le soit pas. Oui, autre aspect fondamental, monsieur docteur Cheikh Tidiane Dièye, vous fustigez l'attitude de certains hommes politiques qui sont maintenant au pouvoir et qui ne veulent plus parler des assises nationales, mais n'y a-t-il pas de risque à ce que les politiques récupèrent la lutte ou la gloire en cas de réussite pour Aar Li Ñu Bokk? Vous savez, nous ne raisonnons plus ou nous ne raisonnons pas dans Aar Li Ñu Bokk en termes de récupération de qui que ce soit, parce que personne ne peut récupérer ce qu'on est en train de faire. Il ne s'agit pas de récupération. J'ai d'ailleurs déjà dit que nous ne sommes pas en face un camp en face d'un autre. Nous ne sommes pas en face d'un président pour des raisons politiques. C'est un pays qui demande son dû, son avoir. Vous voyez, c'est pas arrivé à un certain point que des politiques viennent récupérer. Ils sont ceux qui font de la politique parti politique. Ceux qui font de la politique en tant qu'indépendants, ce qui est mon cas. Ceux qui font dans la société civile, ceux qui font dans autre chose, tous sont ensemble dans ce travail pour une seule raison, c'est de faire en sorte que ce qui s'est passé sur le pétrole et le gaz et qu'on a parlé de corruption présumée, parce que nous n'avons pas accusé des gens. Nous avons dit que des choses se sont passées parce que des Sénégalais, de l'opposition, des journalistes, des experts en pétrole et gaz et autres, pendant des années, depuis 2013 ou 2014, on fait des analyses, on documentait et on dit la gestion du pétrole et du gaz n'est pas une gestion transparente et qu'il y aurait des choses qu'il faudrait revoir et qu'il y aurait même des cas de corruption et autres. Après, récemment, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est le reportage de BBC qui a aussi cité des noms. Et juste après, une autre chose a été révélée aux Sénégalais que nous ne savions pas, c'est qu'il y avait l'existence de ce fameux rapport de l'inspection générale d'État de 2012 que nous ne savions pas. Ce rapport dit beaucoup de choses. C'est un rapport exceptionnel. Et c'est une chance pour le Sénégal de savoir son existence. Et d'ailleurs, j'en profite à chaque fois pour dire au président et tous ceux qui sont autour de lui que ça ne servirait à rien d'essayer de noyer le poisson et de dire ce rapport, il ne l'a pas commandité ou qu'il ne l'aurait pas reçu. Personne ne peut les croire. Ce rapport existe. C'est de ce rapport-là que le procureur de la République devrait partir. Parce que l'inspection générale d'État est l'une de nos institutions les plus prestigieuses. Un corps d'élite. Qui a fait un travail remarquable. Et c'est ce travail-là qui doit être le point de départ du travail du procureur. Ensuite, tous ceux qui sont cités, dont les noms sont cités dans le reportage de BBC, où on les a accusés d'avoir reçu de l'argent de l'étranger du fait de leur implication dans ce processus, il faut aussi qu'ils aillent rendre des comptes. Et ensuite, tous les autres dont les noms sont mêlés à différents niveaux. On va y revenir, mais comment accueillez-vous le pare-feu que constitue le mouvement Sàmm Sunu Réew, qui est en face de Aar Li Ñu Bokk? Oui, cela nous fait beaucoup sourire quand on en parle. D'ailleurs, lorsqu'on a entendu la mise sur pied de ce mouvement, ça nous a fait penser à un mouvement qui n'a pas fait long feu en 2011. Lorsque les jeunes de Y'en a marre ont créé leur mouvement, Y'en a marre en 2011, vous vous souvenez, il y avait d'autres qui se pensaient aussi intelligents ou engagés, qui avaient créé Y'en a envie. Les uns ont dit Y'en a marre, d'autres sont sortis du pouvoir de l'époque pour dire Y'en a envie. Ça vous renseigne, des Fatou, sur le surplace dans lequel certains acteurs politiques veulent tenir notre pays. Cette reproduction à l'infini du même système, improductif, mais qu'on veut garder, mais qui ne vaut rien, qui ne marchera pas. Donc quand ils ont fait Y'en a marre, les autres ont fait Y'en a envie. Y'en a marre parce que c'était sincère, parce que c'était généreux, parce que c'est un engagement honnête de jeunes Sénégalais qui ont décidé de se sacrifier pour leur pays, de donner, plutôt que de recevoir et de préserver des subsides et des intérêts particuliers ou des avantages ou privilèges. Y'en a marre est devenu ce que j'appelle moi la multinationale de l'engagement citoyen. Y'en a marre a une réputation internationale respectable, connue, je les ai connus depuis le début. Ils ont même suscité des changements dans d'autres pays parce qu'ils sont allés conscientiser d'autres peuples à se lever, à se battre contre des tyrans, des dictateurs ou des corrompus. Ce Y'en a marre là est quelque chose. Y'en a envie est dans les oubliettes de l'histoire. De la même façon, Ndeye Fatou, Aar Li Ñu Bokk, parce que c'est généreux, parce que c'est engagé et parce que c'est véridique, c'est bâti sur la vérité. Ce peuple a besoin de ses ressources et certains, un petit groupe de Sénégalais est en train de manigancer et de magouiller pour le priver de sa ressource. Un peuple qui se bat pour une cause comme celle-là, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Si à côté, d'autres veulent créer ce qu'ils veulent parce qu'ils pensent pouvoir
continuer à préserver de petits intérêts particuliers et individuels, c'est leur droit par contre. Ils font ce qu'ils veulent, ça ne nous émeut même pas, mais ça n'ira nulle part. Et demain... Mais ils ont quand même empêché la tenue de votre manifestation du 28 juin dernier. Ils n'ont pas empêché, c'est le préfet qui a empêché. Ils n'ont rien empêché. Oui, avec comme prétexte leur demande de marche. C'est sa faute. Le préfet ne devrait pas faire ça. C'est la faute du préfet d'avoir fait ça. Nous lui avons déjà dit que... Et c'est un combat que nous allons continuer à mener. Vous savez, l'administration, les agents de l'administration devraient aussi, je pense, beaucoup penser à ce genre de choses. Il devrait se dire, lui, préfet, qu'en 2011, pendant que Macky Sall était dans la rue avec nous à se battre, il y a un préfet de Dakar qui était dans les affaires d'Abdoulaye Wade, qui aidait Abdoulaye Wade à mater Macky Sall. Et nous, s'il le fait aujourd'hui pour les beaux yeux de ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas éternels, ils partiront. Si quelqu'un d'autre le remplace, lui, il ira où? Comment il regardera les Sénégalais en face? Il y avait un commissaire très connu ici en 2012 qui nous a gazé, pompé, il a tout fait pour arrêter les manifestations. Il est où aujourd'hui? Qui se souvient de lui? Qui parle de lui? Qui? Est-ce que ceux-mêmes pour qui il l'avait fait, parce qu'il semblait le faire pour ceux qui étaient au pouvoir, est-ce qu'eux-mêmes se souviennent de lui? Non. Alors il faut que ces gens-là se rendent compte que dans une république, il y a des balises, il y a des barrières, il y a des choses fondamentales auxquelles il ne faut pas toucher. Nous qui nous battons au Sénégal pour notre chose, notre bien, on nous refuse des manifestations. À Paris, les citoyens sénégalais sont sortis sans aucun problème. Ils sont allés manifester. Dans d'autres pays au monde, c'est ce qu'ils font. Il suffit juste de déclarer et de partir. Ils savent aussi que c'est ce qui doit se passer. Là, il lui suffit juste de réfléchir pour se rendre compte qu'à chaque fois qu'il a autorisé une manifestation, il a été tranquille. Les forces de l'ordre ont été aussi tranquilles. Et je pense que même les forces de sécurité aimeraient qu'ils autorisent toutes les manifestations parce qu'on les fait dans la paix. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, la manifestation du 21 juin sur les allées du Centenaire, qui s'est très bien passée, avec une mobilisation remarquable. Ils nous avaient donné jusqu'à 18h30. À 18h, on avait fini la manifestation. Les jeunes ont nettoyé la place, ils n'avaient plus aucun sachet qui traînait par terre. Et en rentrant, les jeunes ont applaudi, ils ont acclamé les policiers qui étaient là en train de veiller sur eux. Mais c'est ce Sénégal-là que nous voulons ça. Et on peut l'avoir. Si des Samoussounouré veulent manifester à un bout de la ville, j'ai aucun problème qu'ils leur autorisent. Ils veulent le faire à la place de la nation, comme vous. Mais nous n'étions pas à la place de la nation. Nous n'avions pas demandé. Nous avions dit clairement que nous serions sur l'avenue Bourguiba parce que nous avions décidé de manifester ou de marcher avec les syndicats de travailleurs. Parce que les syndicats des travailleurs ont adhéré, pour la plupart d'entre eux, à Arlignobok. Comme nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient déjà choisi la date du 28 pour faire leur manifestation, d'accord parti, nous avons dit pourquoi nous ne la ferions pas ensemble, parce que c'est le même combat. Ils parlent d'éducation. Là, ce serait une jonction des forces sociales. C'est une jonction. Et nous, notre hypothèse, on a l'impression qui va faire peur. Ah ben c'est peut-être ça. On a eu l'impression quelquefois, à un moment donné, qu'ils se sont dit, si ces deux forces se joignent sur Bourguiba, ben, il n'y aura même pas de marche, parce que tellement, ce sera un rassemblement de bout en bout. Et que cette masse d'êtres humains, de Sénégalais et de Sénégalaises, vue partout dans le monde, pourrait montrer effectivement que le peuple est dans la rue. On connaît ces stratégies, mais c'est contre-productif et ça mène nulle part. Nous l'invitons seulement, monsieur le préfet, vraiment qu'ils comprennent que ceux qui viennent déposer des demandes en respectant les formes, en le faisant à bonne date, et qu'il doit savoir que tout ce qu'on a organisé dans la paix, ça s'est fait dans les règles de l'art, qu'il comprenne simplement qu'il ne peut pas continuer à arrêter indéfiniment. Par contre, on a arrêté une brave dame comme Maïmouna Bousso et Nitoudeg Karim Khouroukha. Est-ce que vous avez leurs nouvelles? Oui, et d'autres. Et ils sont 11 qui ont été arrêtés, ce que nous regrettons et nous fustigeons. Et j'en profite pour leur témoigner tout le soutien de Arlignobok. Nous avons, dès que nous avons appris cela, envoyé des avocats pour les aider au plan juridique. Il y a aussi des délégations qui sont allées les voir. Tout n'a pas pu être fait dans les conditions dans lesquelles nous étions, mais nous avons fait ce que nous avons pu. On a même après publié un communiqué pour fustiger l'attitude des forces de sécurité, etc. Ils sont 11. Nous espérons qu'ils resteront pas longtemps. Nous espérons que nous ferons ce qu'il faut pour qu'ils sortent de là et que
qu'on évite que pour un oui et un non, on attrape des gens, on les met dans des conditions comme celle-là. Oui, en voulant manifester tous les vendredis, n'êtes-vous pas inspiré par les gilets jaunes en France? Non, déjà les gilets jaunes, je pense qu'ils le font un autre jour. Et nous, on a pour le moment les vendredis, peut-être qu'on ira sur un autre jour aussi. Oui. Mais nous n'avons pas les mêmes formes, nous n'avons pas les mêmes combats. Nous avons des demandes beaucoup plus précises, à mon avis. Parce que ce qui nous mobilise simplement, c'est la première de nos revendications, on va dire nos objectifs, le premier de nos objectifs, c'est juste la partie judiciaire. C'est de dire, nous exigeons, et là vraiment nous avons été très clairs là-dessus, et nous resterons dans cette mobilisation aussi longtemps que cela ne sera pas tranché. Oui. Nous exigeons que tous ceux qui ont été cités dans ces différents rapports, que ce soit l'IGE ou dans le reportage de BBC ou ailleurs, et qui ont été mêlés directement ou indirectement dans l'affaire du pétrole et du gaz, soient traduits devant les juridictions, sans préjuger de ce qu'ils seront coupables ou innocents, oui. Mais qu'ils soient entendus, que les enquêtes se fassent dans les règles de l'art et qu'ils rendent des comptes. Ça, c'est la première chose. La deuxième que nous avons exigée, c'est que nous avons la certitude que le contrat, en particulier celui qui a été donné à Franck Timis, est un contrat léonin. Ce n'est pas un bon contrat. Nous sommes tous d'accord sur le fait que ce contrat ne remplissait pas les conditions. Oui. Parce que les deux conditions cumulatives, d'après le code pétrolier, pour qu'une multinationale, une personne morale, puisse gagner des licences ici d'exploration, c'est d'avoir la capacité financière et la capacité technique. Franck Timis n'était connu nulle part. Timis Corporation en tout cas. Franck Timis était connu. Mais Timis Corporation qui a gagné n'était pas connu. Oui. Et même des cadres de Petrosen, qui est notre compagnie nationale, lorsque l'IGE leur a demandé, ils ont même été jusqu'à Internet pour regarder, ils n'ont vu nulle part Timis Corporation. Et pourtant, on a fait un décret de présentation, un rapport, oui. Qu'on a donné au président de la République pour lui dire c'est une bonne multinationale qui a les capacités alors qu'elle n'existait même pas. Donc cela, il faut que les gens rendent compte de ça, parce qu'on a trompé, pas le président, mais le peuple sénégalais. Et c'est du faux en écriture publique. Quand on dit ceci qui n'est pas vrai, ben la justice doit s'en saisir. Donc c'est cela que nous disons. Oui. Ce contrat, puisqu'il n'est pas bon et qu'il a donné nos avoirs et notre pétrole à des entreprises qui n'ont pas le droit d'en posséder, oui. Il faut qu'on nous les ramène. Peu importe si c'est Cosmos qui a acheté ou si c'est BP. Tout ce qu'ils ont acheté, nul et de nul effet. Et nous continuerons à nous battre au niveau national comme à l'international pour faire en sorte que cela revienne. Donc vous voulez une renégociation des contrats? Il le faut. Oui. Parce que l'inspection générale d'État, je reviens aussi à ce rapport, a même demandé de retirer ces licences qu'on a accordées à Timis Corporation. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et nous, ça fait partie de nos exigences. Ils ont fait rapidement en se précipitant pour vendre, pour se débarrasser de cela et ramasser 250 millions de dollars, plus de 150 milliards de francs CFA et se remplir les poches avec BP. Mais cela ne nous dissuade pas. Oui. Cela n'enlève en rien notre engagement. C'est illégal, ce n'est pas normal, ça pollue le peuple sénégalais. Nous irons à New York pour que les Américains sachent ce que Cosmos fait, à Londres pour que tout le monde sache en Grande-Bretagne ce que BP a fait, et ici au Sénégal pour qu'on sache ce que des Sénégalais ont fait pour aider ces entreprises à prendre notre Justement, parlons de l'enquête réalisée par la BBC sur cette affaire de corruption à coût de 10 milliards de dollars dans le pétrole sénégalais. Quelle est votre part de vérité, Dr Cheikh Tidiane Dièye? Écoutez, j'ai regardé ce reportage comme tous les autres. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, je dirais qu'une chaîne internationale comme BBC, je lui accorderai le bénéfice du doute. Pour moi, ce documentaire est authentique. Pour moi, ils ont respecté toutes les règles et tous les critères et les procédures pour un média sérieux lorsqu'il a envie de faire un reportage de cette nature. BBC, ce n'est pas n'importe quel. Ils auraient pu parler d'une radio petite sénégalaise, etc. Comme ils n'ont pas de respect pour nos choses, oui. Ils vont se dire, oh, mais ce n'est pas du BBC ça. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. En venant au Sénégal, leur argument consistant à dire BBC n'a écouté que des opposants ne tient pas la route. BBC a prouvé qu'ils ont contacté les protagonistes comme en l'occurrence Aliou Sall, oui. Et ils n'ont pas réagi. Ils ont plutôt orienté vers leurs avocats. Les avocats ont donné des documents que BBC a exploités. Dans le reportage, on voit très bien les réponses des avocats que BBC a rendues. Mais c'est une forme aussi de travail pour les journalistes. Je crois que si BBC a tort, il ne s'agit pas de rester au Sénégal pour le dire ou de jurer sur le Coran. Il suffit d'aller à Londres eux-mêmes et de porter plainte. Et ça, ils ne l'ont pas fait et ils ne le feront pas.
Tout ce que vous entendez ici sur... Il s'est plaint devant la médiature, ce qu'il convient d'appeler médiature là-bas. Il suffit d'aller dans le... Non, c'est dans les tribunaux qu'il faut aller. Lorsqu'on veut la justice et la vérité, il ne s'agit pas d'aller voir des organes de médiation. Il faut aller en justice. C'est ça qu'il faut. Mais ils ne feront pas. Pourquoi? Et je vous dis aussi, il faut qu'on fasse très attention. Parce que ces organismes, ces institutions comme BBC et autres, lorsqu'ils vous sortent 2, ils en ont 4 autres qu'ils ont gardés. Et ça, il faut qu'on se rende compte qu'on poussera le bouchon trop loin. C'est notre pays, notre État ou notre République qui pourrait être en danger. Il ne faut pas les pousser. Si ce qu'ils ont dit, qu'ils ont le droit de dire en tant que médias, laissons après la justice faire son travail. Si eux ne sont pas d'accord avec ça, qu'ils aillent porter plainte, mais qu'ils ne restent pas au Sénégal à amuser la galerie et essayer de divertir les Sénégalais, parce que ça ne marche pas. Comme on y est, la justice sénégalaise a-t-elle réagi à la hauteur des faits? Moi, je ne le crois pas. Et c'est d'ailleurs aussi l'opinion de la plateforme Aar Li Ñu Bokk. Nous avons interpellé là-dessus le procureur de la République pour lui demander de regarder dans la bonne direction. On a l'impression que délibérément, il a regardé dans un sens où il ne trouverait pas grand-chose, où il ne voudrait pas. Il a juste besoin, et ça c'est le président, au président de la République que nous le demandons, de déclassifier le rapport de l'inspection générale d'État pour que le procureur puisse y travailler. Mais nous voulons aussi dire au procureur que même si le rapport n'est pas déclassifié formellement, il est déjà déclassifié politiquement et socialement. C'est même disponible. Puisque le rapport est sur Internet. Et s'il le souhaite, Aar Li Ñu Bokk peut lui en imprimer des milliers et venir le lui déposer pour qu'il sache que ce rapport existe. Parce que ce rapport cite des personnes, des Sénégalais, qui ont posé des actes qu'ils n'auraient pas dû poser. Le rapport a qualifié ces actes et a donné des recommandations. Il lui suffit simplement de le lire. Il y a une semaine, nous avons aussi entendu Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté de l'Office national anticorruption. Oui, on va en même discuter, mais en attendant, la vérité jaillira-t-elle à l'issue de l'information judiciaire ouverte par le procureur Serigne Bassirou Gueye? Nous l'espérons, parce qu'autrement nous ne voyons pas l'utilité. Nous continuons le combat de la mobilisation. Même avec ce système d'appel à témoins. Écoutez, on sait que le système d'appel à témoins ne mène nulle part, ça on le sait. Il y a peut-être, après 2 ou 3 autres actes, il a déjà écouté, entendu un certain nombre d'acteurs qui ont eu des éléments à leur disposition qu'ils ont rendus. Nous lui demandons d'aller plus loin. Aller plus loin, c'est aussi ce rapport-là de l'inspection générale d'État qu'il doit prendre. Aller plus loin, c'est de se dire que si BBC a cité des noms et que BBC a donné des preuves de transfert d'argent entre Londres ou ailleurs, parce qu'ils sont dans les paradis fiscaux, et un compte qui s'appelle Agritrans au Sénégal, il lui suffit d'aller vérifier à la banque de Agritrans, parce que ça existe. Oui. Une somme aussi importante qui rentre dans un compte venant de l'étranger, la banque est tenue de voir quelle est la prestation qui la justifie pour éviter des transferts de comptes de fonds mafieux dans le monde. Cette entreprise doit justifier qu'il y a eu une prestation qui justifie l'arrivée. Et d'où ça vient? Il suffit qu'il demande à la CENTIF d'aller voir d'où ça vient, il aura des informations. C'est pour vous dire simplement, Ndeye Fatou, le procureur, il n'a pas besoin de beaucoup de sophistication et d'expertise. Il a tout à portée de main. S'il veut que demain tout le monde sache la vérité, demain les Sénégalais se réveilleront avec un nom sur chaque acte qui a été commis, et cela nous permettra de gagner du temps. Nous avons décidé de n'accuser personne, mais nous savons que des actes délictuels ont été posés. Et il lui suffit simplement de faire ce qu'on attend de lui, et il serait le procureur de la République plutôt que le procureur du président de la République. Comme on parle du procureur, après son point de presse, il a reçu une cinglante réponse de la part de Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'OFNAC. Qu'est-ce que cela présage, à votre avis, entre 2 hauts magistrats de la République? Oui, déjà cette polémique. La première chose, c'est une sorte de curiosité. Une sorte de curiosité quand on voit 2 institutions, le procureur et la présidente de l'OFNAC. Déjà, lui, il était le premier à commencer lors de sa conférence de presse en renvoyant presque l'OFNAC à ses propres copies en disant: vous n'avez pas bien travaillé, je ne peux rien faire avec ce que vous m'avez donné, je vous le rends pour que vous travailliez mieux. Moi, honnêtement, je m'attendais à une réplique de l'OFNAC aussitôt après, parce que moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais peut-être qu'ils sont un peu plus sages, ils ont attendu le bon moment. Et le bon moment, c'est cette sortie de Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, qui a remis le procureur à sa place simplement, avec beaucoup de respect, mais pour lui dire: monsieur,
vous demandez des choses que vous aviez déjà. Et qu'il lui a transmis depuis belle lurette plus d'une dizaine de rapports, 19 rapports même, dossiers, qui ont fait l'objet d'enquêtes et des preuves et un ensemble de choses sur lesquelles il peut juste ouvrir une information et aller plus loin avec les juges. Pourquoi il ne l'a pas fait? Ça, c'est une réponse qu'il doit lui donner aux Sénégalais. Mais nous, ce que nous retenons simplement après avoir entendu Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, c'est qu'il n'y a pas le sérieux que nous attendons dans ce dossier. Oui, et puis elle lui montre la voie, c'est-à-dire aller voir un juge d'instruction. La voie est très claire parce qu'elle lui dit que sur les 19 rapports qu'elle a donnés, il y a des rapports qui concernent le cas Franck Timis et le Petro-Tim. Et ce rapport-là, qu'il nous le sorte. Et je suis presque sûr que... Moi, je connais bien l'OFNAC parce que dans des recherches que j'ai faites récemment, j'ai analysé l'OFNAC et son mode de fonctionnement. L'OFNAC est une institution très bien faite, bien construite, parce qu'on a appris de beaucoup d'autres choses qu'on avait faites dans le Sénégal qui n'avaient pas fonctionné. Quand le président Macky Sall est arrivé, et ça a été remarquable, et je l'ai félicité lorsqu'il a mis en place l'OFNAC. J'ai dit, ça, c'est un outil, c'est un instrument qui pourra permettre de combattre la corruption si on lui donne les moyens de travailler. On lui a donné les moyens juridiques de faire le travail. L'OFNAC peut le faire. Mais on l'a bloqué quelque part, c'est-à-dire lorsque l'OFNAC sort des rapports et les donne au procureur, le procureur étant soumis à l'exécutif, le procureur ne fait rien et l'OFNAC ne peut pas aller au-delà du procureur. Voilà pourquoi c'est un vrai problème. L'outil est bon, mais on le bloque quelque part pour des raisons politiques et autres. Et c'est ça qui fait la difficulté, je pense. Si nous voulons vraiment opérer des changements dans le pays, refonder les institutions, c'est le genre de choses qu'il faudra qu'on résolve. Mais entendre le procureur de la République et la présidente de l'OFNAC dans les médias en train de se dire ça, je crois que ça c'est une curiosité institutionnelle, mais qui aurait fait rire si ce n'était pas aussi grave et aussi sérieux, mais qui doit nous amener à nous poser des questions sur la façon dont la République est tenue. Oui. Docteur Cheikh Tidiane Dièye, la main sur le Coran, Aliou Sall a juré de laver son honneur tout en réfutant les allégations portées contre lui. À cela s'y ajoute sa démission à la tête de la Caisse de dépôt et de consignation. Êtes-vous convaincu de son innocence? Convaincu, pourquoi? Parce qu'il aurait juré sur le Saint-Coran. Bon, écoutez, si monsieur, on l'avait convoqué dans une mosquée pour des affaires strictement religieuses et qu'il était venu avec Coran et juré sur ces affaires religieuses, on aurait envisagé de pouvoir accepter un tel fait. Mais nous ne sommes pas dans ce registre et personne ne l'a accusé dans un registre similaire. Ce dont nous parlons est une question très très sérieuse. Ce n'est pas en allant mettre la main sur le Coran que ça le règle. Le seul endroit où en République, dans un cas comme ça, quelqu'un doit lever la main et jurer, c'est devant un juge. Parce que vous savez que quand on va au tribunal, on jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Il aurait dit ça, j'aurais dit maintenant je peux écouter, et que le juge fasse son travail et qu'il y ait un procès public. Ce n'est pas ce que je lui souhaite, mais si ça arrivait à ça, on peut accepter que quelqu'un jure. Mais jurer sur le Coran dans une République qui fonctionne, ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne me trompe pas. Moi, ça ne m'émeut pas, ça ne me fait pas changer d'avis sur ce que je crois. Et ce que je crois, c'est que quelque chose a été fait, son nom a été cité. Est-ce qu'il a fait ou pas? C'est à nos tribunaux de le dire. Et c'est simplement ça, je pense, qui peut être notre opinion dans cette affaire-là. Mais tout le reste, c'est une sorte de comédie et de cinéma qui ne nous émeut pas. Et puis, quelle lecture faites-vous de cette méchanceté, cette jalousie gratuite qu'il souligne dans le communiqué qu'il a sorti? Mais ça me rappelle un autre. C'est pourquoi je vous dis, notre République bégaye. Notre République n'avance pas. On est dans un éternel recommencement. Lorsque j'ai lu sa lettre, j'ai sorti de mon ordinateur parce que je l'ai gardé, une lettre que M. Karim Wade avait écrite en 2011. Identique. C'est presque... L'histoire se répète. Ça se répète. Pourquoi? Parce que c'était un fils de président qui s'était retrouvé mêlé dans les affaires de la République. C'est dangereux. Lorsque vous êtes le fils, frère, sœur, belle-sœur ou beau-frère d'un président, mettez-vous à distance. Ça ne vous appartient pas. Le Sénégal n'appartient pas au président Macky Sall. Les ressources et le budget du Sénégal n'appartiennent pas à sa famille. Si sa famille trempe les mains dedans, mais qu'ils ne viennent pas crier après si les gens leur courent après. C'est ce que M. Karim Wade avait fait parce qu'il s'était retrouvé dedans. Lorsque les Sénégalais ont crié, et d'ailleurs je vois maintenant beaucoup de gens qui sont très proches du président, qui protègent M. Aliou Sall, et pourtant il fusillait Karim Wade à l'époque pour avoir fait ça. Il a écrit une lettre similaire en disant c'est de la méchanceté gratuite. On m'attaque simplement parce que je suis le fils du président. Qui faisait partie de ces attaques?
C'est tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et qui défendent Aliou Sall. Et qui aujourd'hui défendent Aliou Sall, qui se dit je suis attaqué parce que il n'aurait pas été dans cette position, je ne l'aurais même pas connu. Personne ne lui aurait parlé. Je n'aurais eu aucun problème avec lui. Personnellement, je n'ai aucun problème avec sa personne. Mais lui, le fait qu'il se retrouve dans un bien qui m'appartient et qu'il dirige quelque chose qui s'appelle Caisse de dépôt et de consignation où j'ai ma part en tant que citoyen, me donne le droit de questionner sa gouvernance. Lorsque j'entends qu'il a une entreprise privée qui a gagné un marché avec l'État du Sénégal dans une ressource qui m'appartient, dans laquelle j'ai une part, ça me donne le droit de questionner qu'est-ce qu'il a fait. Et lorsque je découvre qu'il y a des choses qui ont été faites et qui qu'il est même dans l'aviation. Eh bien, dans beaucoup d'autres choses dont on... Mais c'est tout ça qu'il faudra régler. C'est tout ça qu'il faudra clarifier. Moi, je rêve d'un Sénégal où la République serait complètement dissociée de cela. Nous, il ne faut pas qu'on reste dans cette Afrique infantilisée où la politique n'est que prestige, n'est que détournement, n'est que festivité et qu'il y ait toujours cette sorte de coextensivité entre pouvoir et richesse. Dès que quelqu'un arrive au pouvoir, la première chose à faire, c'est de s'enrichir à outrance, enrichir sa famille, son clan, son parti et autres. Ils ont même poussé le cynisme jusqu'à dire tous ceux qui nous critiquent ou qui disent des choses, c'est des mécontents, ils sont des envieux parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont que le bien des autres. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette dans la conscience de nos jeunes et de nous tous pour comprendre que la République, lorsqu'on élit un président, il va chercher des ministres parmi les plus compétents dans le pays. Je ne suis pas sûr que s'il avait fait appel à candidature, président Macky Sall, pour mettre un directeur à la caisse de dépôt et de consignation, ça aurait été Aliou Sall. Je ne suis pas sûr que si on avait respecté les critères pour nommer un directeur à CDC et que ce ne soit pas seulement lui, avec toute la, disons, discrétion, avec son pouvoir discrétionnaire de nommer son frère. C'est la clé de voûte de nos institutions, oui, comme mais on si dit. on avait fait appel à candidature, il y a des Sénégalais dans cette position-là qui auraient eu, sinon plus de chance, peut-être autant que lui, Aliou Sall. Donc s'il se retrouve là, je me dis simplement parce que c'est son frère qui signe. Si un beau-frère est ministre de l'eau ou de je ne sais pas quoi encore, Super ministre. si on avait fait ce qu'il fallait, il y avait peut-être dans le parti ou dans la République d'autres qui avaient aussi. Donc il ne faut pas qu'on infantilise notre République. Nous nous battons simplement pour qu'il y ait un minimum de principes et de règles dans les modèles de fonctionnement. Vous prenez des pays en Afrique. Afrique, on peut en dire tout ce qu'on veut, parce qu'on voit comment les pays africains sont tenus par toutes sortes de potentats locaux, corrompus ou autres présidents. Il y en a quelques exceptions. Si vous prenez le rapport de Transparency International, qui classe les pays selon leur niveau de corruption, les pays qui sortent toujours les premiers en Afrique sont les pays qui avancent aussi le plus vite en matière de développement économique et surtout social. Et quand vous regardez comment ces pays sont gouvernés, vous ne retrouverez jamais des amis, des parents du président ou autres autour. Ils font leurs choses, ils sont dans le privé, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas dans l'espace de la République. Vous avez le Botswana, qui est un pays remarquable, qui n'a que le diamant comme ressource naturelle, qui n'a rien d'autre. Aujourd'hui, le Botswana, qui était dans la même catégorie de développement que nous, c'est-à-dire les pays les moins avancés, c'est les plus pauvres au monde, nous y a laissé, le Botswana a gradué pour être un pays en développement. Nous sommes toujours dans la catégorie des pays les moins avancés. L'île Maurice, c'est parmi les pays les moins corrompus d'Afrique. C'est un pays qui va très vite. Aujourd'hui, le Rwanda est cité en référence et en exemple. C'est un pays qui évolue vite pour arriver à une situation zéro corruption, comme Singapour. Pourquoi? Parce qu'il y a un leadership fort qui comprend que les ressources de la République appartiennent au pays et qu'il ne saurait y avoir de privilèges pour des gens du fait de leur naissance ou de leur appartenance au parti ou autre. C'est cela aussi que nous rêvons d'avoir dans notre pays. Ce n'est pas trop demandé à ceux qui nous dirigent. Et vous voyez dans certains pays, pour vous dire comment la lutte contre la corruption est essentielle. J'ai écouté récemment une vidéo où donnait l'exemple de Singapour, qui aujourd'hui est devenu un pays référence dans le monde en matière de développement économique et social, qui était pauvre comme nous au début des années 60. Et ils se sont dit, pour aller vite, il faut qu'ils créent les conditions pour que plus personne ne puisse être en mesure de voler l'argent du pays et que tout doit être réinvesti. Ils ont expliqué qu'un jour, un ministre a été invité dans un pays voisin pour y passer ses vacances. Simplement ça, lorsqu'il est revenu, comme il a été pris en charge par l'autre pays, il a été arrêté et mis en prison. Et son exemple a été diffusé partout. Pour leur dire, quiconque prend les ressources de la République ou va prendre les ressources des autres en attendant de leur donner des avantages dans notre pays, il ira en prison.
Récemment, la Corée du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez certainement dû suivre ce cas aussi. Oui. La présidente de Corée du Sud en exercice. Corée du Sud est un pays développé qui a 1000 années-lumière du Sénégal en matière de développement économique et social. Ils sont tellement opposés à la corruption, ils combattent tellement la corruption que lorsque la présidente en exercice a été soupçonnée d'avoir seulement facilité à travers sa conseillère et mis la pression sur une entreprise pour qu'elle finance une fondation politique, la présidente a été destituée. L'Assemblée nationale, parce qu'elle est indépendante là-bas, a fait les enquêtes appropriées, libres. L'Assemblée a destitué et le président a été amené devant la justice. Ouais. Mais c'est ça. On ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire. Au Sénégal, on a du chemin à faire. Il faut qu'on arrive à une situation où nos leaders, nos dirigeants nous aideraient à graduer, à sortir de l'âge d'enfance de la démocratie, des droits de l'homme. Tous les tares dont on parle au monde, on regarde vers l'Afrique en se disant que ça ne marche pas. Oui. Et on continue de vivre dans la pauvreté et même la paupérisation. D'ailleurs, dans cette affaire, El Hadj Kassé cache ses aveux sur TV5. À ce rythme, le président Macky Sall ne semble-t-il pas adopter une posture qui défend son frangin, c'est-à-dire qui s'y frotte, s'y pique? Ça serait une grosse erreur. Je ne saurais pas dire qu'est-ce qui s'est passé dedans. La posture ou la position de M. El Hadj Kassé, ni ses motivations, je n'en sais rien du tout. Mais si le président essaye de protéger son frère parce que c'est son frère, ça veut dire qu'il est en train de déprotéger la République et l'État du Sénégal. Il faudra qu'à un moment donné, il puisse faire la part des choses et qu'il puisse choisir quel va être son choix de vie, la chose la plus importante pour lui. Oui. Est-ce qu'il va être le président de la République du Sénégal ou est-ce qu'il va être le frère de M. Aliou Sall? C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, je ne peux pas le soupçonner d'avoir fait ça. J'entends seulement que son conseiller a été sur une chaîne de chaîne de télévision internationale. Et que quand j'ai entendu M. El Hadj Kassé parler, moi j'ai vu le porte-parole du président de la présidence de la République. Oui. Du coup, je me suis dit, c'est la présidence de la République du Sénégal qui est en train de parler à cette chaîne. C'est aussi simple que ça. Des fois, toutes les choses sont très simples. Parce que si c'était M. El Hadj Kassé, sans aucun statut, sans aucune casquette, peut-être que TV5 ne l'aurait pas invité là. TV5 l'a invité et on a dit c'est le porte-parole de la présidence du Sénégal. Donc sa position était la position du Sénégal. Donc ma position si je suis républicain. Lorsqu'il dit qu'il y a eu un transfert d'argent des comptes de Timis oui. vers un compte au Sénégal d'une société qui s'appelle Agritrans et qui appartient à Aliou Sall, qui ne l'a pas refusé, il accepte qu'Agritrans lui appartient. Lorsque Hamidou Kassé dit ça, je me dis c'est la présidence de la République du Sénégal qui l'a dit. Parce que c'est le conseiller de la présidence. C'est le porte-parole de la présidence. Et il a dit cet argent est arrivé dans ce compte, a été transféré dans ce compte. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ça c'est une vérité. Même si après il vient ici et que le contexte change, qu'il change d'avis. Oui. Je pense que celui qui est porte-parole de la présidence du Sénégal ne peut pas aller à une chaîne internationale raconter n'importe quoi. Et lorsqu'on lui a dit, mais est-ce que vous donnez une explication? Il a dit, non, ce n'est pas une explication, c'est une information. Et qui dit information dit fait. Oui. Alors moi, ça me suffit. Quand il dit ça, je me dis, c'est aussi une base, un point de départ et qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Oui. C'est la raison pour laquelle je pense que le président de la République, M. Macky Sall, vraiment, la plateforme Aar Li Ñu Bokk, moi-même en personne et beaucoup d'autres Sénégalais, nous lui demandons qu'il se mette vraiment dans la peau, dans le manteau d'un président de la République, parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la République. Le lien de sang est important, on le sait, mais c'est ça la tragédie d'un leader. Il vous arrive d'être dans des situations où vous ne pouvez plus reconnaître votre frère quand les intérêts de la République sont en jeu. Et aujourd'hui, vouloir protéger son frère vaille que vaille ou coûte que coûte, peut l'amener, je ne dis pas que ça va arriver, mais peut l'amener à mettre le Sénégal en danger ou entacher définitivement la réputation et la crédibilité du Sénégal. Ouais. Et ça, je crois que c'est quelque chose à éviter. Qu'il laisse la justice faire son travail. Si son frère est innocent et qu'il est innocenté après une enquête sérieuse mais rigoureuse, il ira continuer à faire son travail. Mais s'il est coupable de quelque chose, mais la justice le fera parce que lui-même, président Macky Sall, il a eu à faire face à un fils d'un ancien président qu'il a mis en prison après des enquêtes
qu'il juge lui comme étant des enquêtes régulières et honnêtes. C'est lui-même qui l'a fait. Il a, sur la base d'un rapport de l'inspection générale d'État, accusé ou fait accuser le maire en exercice de notre capitale, M. Khalifa Sall. Il a lâché la justice à ses trousses. On l'a traîné dans la boue. On a enquêté sur Khalifa Sall. Il y a eu un procès et on l'a condamné. Personne ne l'a protégé. Ils n'ont pas dit que le rapport n'est pas bon de l'IGE. Ils n'ont pas dit qu'ils ne l'ont pas commandité, ni autre chose pour le sortir d'affaire. Ils ont dit que c'est l'IGE qui l'a publié, donc c'est bon, et qu'ils l'ont tous reçu. Ouais. Mais pourquoi ils ne feraient pas la même chose? Oui. Au-delà S'il ne le fait pas, c'est parce que c'est son frère, et ça, c'est dangereux. D'ailleurs, au-delà du scandale Petrotim, les tiraillements dans la dynastie Faisal sont mis à nu. Cela nous renvoie-t-il pas à Ben Ali et Leila Travelsi en Tunisie? Sinon, comment expliquer ce super ministère confié à Mansour Faye, le beau-frère du président, alors qu'il est mêlé dans l'affaire Suez-SDE? Bon, moi, je ne souhaite pas rentrer dans les affaires de cette famille dont je ne comprends rien. Je ne leur souhaite pas le sort de la famille Ben Ali et Travelsi. Je ne le leur souhaite pas. S'il y a des velléités, s'il y a des collisions ou des connivences ou des pratiques qui pourraient les amener à être cela, je pense qu'il est encore temps de revenir à la raison et de rectifier certaines choses. J'ai beaucoup insisté sur la République. Le Sénégal est ce qu'il est. Mais le Sénégal est un pays qui évolue et le Sénégal changera. Oui. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe les forces de résistance, les forces de régression qui veulent tenir le système comme il est. Il y a des forces qui veulent avancer pour changer le système, pour la refondation. Ces milliers de jeunes et ces millions de jeunes, devrais-je dire, qui se battent, qui veulent que ça change, qui veulent vivre mieux, qui veulent que les ressources du Sénégal aillent aux Sénégalais, ne continueront pas à voir des familles prendre les rênes du pouvoir et être comme s'ils étaient les seuls à être au Sénégal. Cela ne continuera pas longtemps. Donc il est temps, je pense, que chacun revienne vraiment dans les périmètres acceptables de ce qu'on peut faire ou pas dans cette sorte d'éthique de la République, pour savoir que ce que la loi ne te permet pas, ne t'interdit pas, n'est pas forcément quelque chose à faire en République. Un président, la loi ne lui dit pas de ne pas nommer son frère ou sa femme ou sa sœur et autres. Ce n'est écrit nulle part. Mais il y a des choses que quelqu'un doit s'interdire de faire. Ouais. On doit juste s'interdire de faire cela parce qu'on dit que ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas sain dans une République. Et le Sénégal doit dépasser cela. Donc, moi, je ne parle pas, ce n'est pas le frère ou le beau-frère qui est mon interlocuteur, je ne peux pas m'adresser à eux, je ne peux m'adresser qu'au président de la République qui a été élu par les Sénégalais pour changer leur pays. Et c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il peut accepter ou pas, qu'est-ce qu'il devrait accepter ou pas, et qu'est-ce qu'il doit faire pour que les choses changent dans le pays. Oui, parlons d'autre chose. Avec cette hausse qui a été opérée sur le prix de l'essence à la pompe et prochainement sur le coût de l'électricité, pensez-vous que les ménages sénégalais vont tenir? Bon, les ménages souffriront beaucoup. Et je crois que tous ceux qui ont un minimum de connaissances ou de sensibilité même sur les questions économiques, on n'a pas besoin d'être un expert là-dessus pour le comprendre. Il y a de graves tensions dans notre économie. L'économie fait face à des difficultés, à la fois de trésorerie, même si le pouvoir veut dire le contraire, que d'autres choses. Si, aussitôt après les élections, on voit le prix de l'essence super et du gasoil augmenter, ça veut dire qu'ils auraient dû augmenter depuis longtemps, mais qu'on les a bloqués pour des raisons politiques et électorales. On peut le leur accorder. Mais le fait qu'ils aient lâché sur ça les amènera aussi à lâcher sur d'autres, parce que la pression sera intenable. Récemment, le FMI et la Banque mondiale, toutes les deux ont dit ce genre de choses. Et je crois que l'essence qui augmente et le gasoil, c'est le pain qui augmentera aussi de prix, c'est le transport qui augmentera de prix, et c'est un ensemble d'autres produits. Parce que toutes les entreprises qui travaillent ou avec l'essence ou avec autres, ou le transport, etc., tout cela sera répercuté sur les denrées, sur les produits ménagers, etc. Et ce sont les familles qui vont encore en souffrir. Et cela est un problème. Et je crois qu'on est arrivé à un point où personne ne veut certains graves problèmes arriver dans notre pays. Et il est encore temps de savoir que pendant que le peuple déjà questionne, pose des problèmes sur la gestion du pétrole et du gaz en se disant on a détourné ou volé notre argent, que les prix augmentent en ce moment-là et que les gens soient encore plus tendus, plus stressés et plus fâchés, cela n'augure rien de bon pour la stabilité. Donc il faut vraiment qu'ils reviennent à la raison, qu'ils comprennent que l'une des possibilités
pour aider les ménages, refuser la hausse de ces prix, etc., ce n'est pas seulement de dire la subvention est trop forte et que l'État ne peut pas supporter. L'État doit voir comment il doit réduire son train de vie. Le budget de fonctionnement de l'État du Sénégal dépasse les 700 milliards par an. Rien que le budget de fonctionnement. Et quand on dit budget de fonctionnement ici au Sénégal, ce sont toutes les grosses 4x4 que vous voyez défiler dans les rues, partout. C'est des dépenses de prestige. C'est le gaspillage dans certains ministères. Ce sont toutes les délégations pléthoriques qui voyagent. Et tout ça... Et les maisons de fonction, sans oublier. Et tout ça, l'État du Sénégal coûte cher. Et ça, c'est quelque chose que nous avons un peu hérité de la France depuis la colonisation où leader ou autorité politique ou publique, ça rime avec voiture de fonction, grande maison, etc. etc. Ce modèle de privilège et de prestige autour de l'État, l'État du Sénégal ne peut pas le supporter parce qu'on est un État pauvre. Et dépenser plus de 700 milliards par an sur le fonctionnement, mais ce genre de fonctionnement, cela pose problème. Après, il y a aussi la question de l'endettement de l'État. C'est un endettement. Ils disent, bon, on a une bonne signature, d'accord. L'endettement peut être une bonne chose, on est tous d'accord. Ouais. Mais quand l'endettement, on va s'endetter et qu'on n'investit pas dans des secteurs productifs pour générer de la richesse, cela devient un problème. Parce qu'on va le mettre n'importe où, mais on va quand même payer la dette. Et vous avez vu ce qui se passe récemment, je ne parle même pas du train express régional seul. Ouais. Personne ne pourra me convaincre, moi, que ça a été un bon investissement. C'est un investissement improductif, un investissement de prestige. D'ailleurs, depuis qu'on l'a inauguré, c'est la première fois que je vois inaugurer une infrastructure et après aller faire une visite de chantier. Oui. Mais on inaugure une infrastructure finie. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun train qui... Ça ne roule pas avant 2020, ça c'est déjà dit. Ouais. Vous inaugurez un truc qui est fini, mais vous allez quand même 2 semaines après visiter un chantier, ça veut dire que ce n'était pas fini. C'est beaucoup d'argent. Ils disent qu'ils ont mis 586 milliards. Mais lorsque vous allez sur les documents de la Direction centrale des marchés publics, vous verrez que ça dépasse presque 700 milliards. Ouais. Alors il y a un problème. Je ne parle même pas de 1200 milliards dont parlait Sonko et d'autres, mais au moins c'est beaucoup d'argent qui a été mis dans quelque chose qui est à l'arrêt, qui est bloqué, et l'emprunt, on le paye. Ouais. Et sur beaucoup d'autres choses. Le building administratif, quand je passe devant, je me dis, c'est pas pour dire qu'on n'aurait pas dû refaire, non. Mais je me dis, avec plus de 30 milliards qu'on a mis là, on aurait pu avoir 2 ou 3 infrastructures de cette nature. Parce que le siège d'une grande organisation de télécommunications dont je ne veux pas, entreprise de télécom qui est sur la VDN, dont je ne veux pas citer le nom, ouais. Le siège, avec 30 milliards, on aurait pu avoir 2 bâtiments comme ça, et pourtant c'est un bâtiment flambant neuf et ultra moderne. C'est pour dire qu'il y a un problème dans la construction de ça. Oui. Et vous pouvez citer des centaines... Et là, on a une autre cité ministérielle à Diamniadio qui peut poser aussi problème. Oui. Donc c'est vraiment un problème dans la gestion, oui. Dans les dépenses, oui. Qu'il faut voir comment réduire. Je ne parle même pas de niche, mais il y a des grands creux. Il y a des possibilités d'aller chercher de l'argent, de réduire drastiquement le train de vie de l'État qui est excessivement cher pour pouvoir aider à résoudre les problèmes domestiques des ménages, à aider les travailleurs qui réclament de l'argent. Et c'est le président qui leur a dit, je n'augmenterai pas vos salaires parce qu'on n'en a pas. Oui. Mais en ce moment-là aussi, on voit énormément de dépenses. On a lu récemment sur la Coupe d'Afrique, la délégation pléthorique qui est partie. C'est le genre de petites choses qui se passent dans le pays, dans l'État, et qu'il faut changer si on veut que ce pays progresse dans le bon sens. On l'espère. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la plateforme Aar Li Ñu Bokk et qu'on s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci, Fatou, merci et à bientôt. C'est moi. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation. Modou Fall, Ousseynou Sall, Mohamed Khaliba, Oustaz Hassan Diouf. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.